Grandir dans une petite ville de l'Illinois, j'ai toujours été entouré par une communauté soudée. Mon enfance était remplie de joies simples. Faire du vélo avec des amis, pêcher dans la rivière voisine et passer les soirées d'été à jouer au baseball dans le parc local. Mes parents, travailleurs acharnés et dévoués à leur famille, m'ont inculqué un fort sens des responsabilités et l'importance de la persévérance. 6 valeurs m'ont guidé pendant mes années académiques et dans ma vie professionnelle. Après avoir obtenu mon diplôme en commerce, j'ai rejoint l'entreprise familiale de vente au détail, travaillant sans relâche pour gravir les échelons. Mon dévouement a porté ses fruits et, à la fin de la vingtaine, j'étais prêt à assumer des responsabilités importantes au sein de l'entreprise. Malgré mes réussites professionnelles, je ressentais un vide sous-jacent, une absence que je ne pouvais combler avec le travail seul. C'est pendant cette période de ma vie que j'ai rencontré Olivia, une femme dont la présence promettait de remplir ce vide et d'apporter de la chaleur à mon existence autrement froide. Un jour de novembre froid et couvert, je me trouvais seul sur un terrain désolé à Chicago. La brise humide me transperçait, accentuant la morosité de mon environnement. Autour de moi, des restes de bois brûlés, des cloisons sèches couvertes de suie et du verre brisé se mêlaient à de légers débris poussés par le vent incessant. Cette scène désolée semblait capturer parfaitement l'état de ma vie, une coque vide et carbonisée de ce qu'elle était autrefois, remplie de froid, de tristesse et d'un sentiment d'échec. Je poussais un morceau de béton du pied, perdu dans mes pensées sur la façon de tirer le meilleur parti des fragments de ma vie brisée. J'ai rencontré Olivia lors d'un événement caritatif, quelques semaines après avoir eu 29 ans. À ce moment-là, je détenais un poste important dans l'entreprise familiale de vente au détail et mon grand-oncle Seth, le PDG et actionnaire majoritaire, m'avait exhorté à assister à l'événement pour établir des contacts et potentiellement trouver de nouvelles opportunités commerciales. La soirée était ennuyeuse, remplie d'individus trop dramatiques et imbus d'eux-mêmes, qui croyaient que faire don de quelques milliers pour construire une bibliothèque locale les mettait au même niveau que les saints. Je me forçais à sourire et à hocher la tête poliment, réprimant ma frustration et mon désir de partir tôt. Puis, Olivia est apparue, s'asseyant à côté de moi avec un sourire radieux et entamant une conversation comme si nous étions de vieux amis. Elle était gracieuse et posée, une femme mince aux cheveux bruns et à la peau bronze, qui dégageait confiance et aisance dans sa communication. Soudain, la collecte de fonds fastidieuse est devenue beaucoup plus supportable. J'ai toujours été déterminé et compétitif, excellent dans les études, le travail et le sport, mais je ne me suis jamais senti à l'aise dans les milieux sociaux. Après avoir obtenu mon diplôme en commerce, je me suis concentré sur ma carrière, ce qui, combiné à ma maladresse sociale, m'a laissé peu d'expérience en matière de rencontres. D'habitude, je ne sortais qu'avec des femmes que je connaissais depuis un certain temps. Cependant, l'attrait d'Olivia était indéniable et, à la fin de cette soirée, j'ai trouvé le courage de l'inviter à dîner. Notre rendez-vous a été merveilleux, révélant des intérêts communs et une conversation facile. Grandir dans une petite ville de l'Illinois, j'ai toujours été entouré par une communauté soudée. Mon enfance était remplie de joies simples. Faire du vélo avec des amis, pêcher dans la rivière voisine et passer les soirées d'été à jouer au baseball dans le parc local. Mes parents, travailleurs acharnés et dévoués à leur famille, m'ont inculqué un fort sens des responsabilités et l'importance de la persévérance. 6 valeurs m'ont guidé pendant mes années académiques et dans ma vie professionnelle. Après avoir obtenu mon diplôme en commerce, j'ai rejoint l'entreprise familiale de vente au détail, travaillant sans relâche pour gravir les échelons. Mon dévouement a porté ses fruits et, à la fin de la vingtaine, j'étais prêt à assumer des responsabilités importantes au sein de l'entreprise. Malgré mes réussites professionnelles, je ressentais un vide sous-jacent, une absence que je ne pouvais combler avec le travail seul. C'est pendant cette période de ma vie que j'ai rencontré Olivia,
une femme dont la présence promettait de remplir ce vide et d'apporter de la chaleur à mon existence autrement froide. Un jour de novembre froid et couvert, je me trouvais seul sur un terrain désolé à Chicago. La brise humide me transperçait, accentuant la morosité de mon environnement. Autour de moi, des restes de bois brûlés, des cloisons sèches couvertes de suie et du verre brisé se mêlaient à de légers débris poussés par le vent incessant. Cette scène désolée semblait capturer parfaitement l'état de ma vie, une coque vide et carbonisée de ce qu'elle était autrefois, remplie de froid, de tristesse et d'un sentiment d'échec. Je poussais un morceau de béton du pied, perdu dans mes pensées sur la façon de tirer le meilleur parti des fragments de ma vie brisée. J'ai rencontré Olivia lors d'un événement caritatif, quelques semaines après avoir eu 29 ans. À ce moment-là, je détenais un poste important dans l'entreprise familiale de vente au détail et mon grand-oncle Seth, le PDG et actionnaire majoritaire, m'avait exhorté à assister à l'événement pour établir des contacts et potentiellement trouver de nouvelles opportunités commerciales. La soirée était ennuyeuse, remplie d'individus trop dramatiques et imbus d'eux-mêmes, qui croyaient que faire don de quelques milliers pour construire une bibliothèque locale les mettait au même niveau que les saints. Je me forçais à sourire et à hocher la tête poliment, réprimant ma frustration et mon désir de partir tôt. Puis Olivia est apparue, s'asseyant à côté de moi avec un sourire radieux et entamant une conversation comme si nous étions de vieux amis. Elle était gracieuse et posée, une femme mince aux cheveux bruns et à la peau bronze qui dégageait confiance et aisance dans sa communication. Soudain, la collecte de fonds fastidieuse est devenue beaucoup plus supportable. J'ai toujours été déterminé et compétitif, excellent dans les études, le travail et le sport, mais je ne me suis jamais senti à l'aise dans les milieux sociaux. Après avoir obtenu mon diplôme en commerce, je me suis concentré sur ma carrière. Ce qui, combiné à ma maladresse sociale, m'a laissé peu d'expérience en matière de rencontres. D'habitude, je ne sortais qu'avec des femmes que je connaissais depuis un certain temps. Cependant, l'attrait d'Olivia était indéniable et, à la fin de cette soirée, j'ai trouvé le courage de l'inviter à dîner. Notre rendez-vous a été merveilleux, révélant des intérêts communs et une conversation facile. Je suis rapidement tombé amoureux d'elle et le sentiment était mutuel. Nous sommes sortis ensemble pendant quelques mois, nous voyant plusieurs fois par semaine et devenant fréquemment intimes. Je l'aimais bien et j'étais impatient d'être avec elle, mais je n'étais pas sûr de la manière de franchir la prochaine étape sans risquer le rejet. Un soir, Olivia a pris les devants, me tirant à l'intérieur de sa maison et me montrant un niveau de passion que je n'avais jamais connu auparavant. C'était la chose la plus agréable que j'ai jamais faite. Dès lors, notre intimité est devenue fréquente et naturelle, approfondissant notre relation. En quelques mois, nous avons emménagé ensemble et un peu plus d'1 an après notre rencontre, nous nous sommes mariés. Nous avons acheté une maison de 4 chambres dans un joli quartier, aménagé le jardin, pris un chien et la vie était très belle. Le mariage me convenait parfaitement. Il a mis fin à ma solitude et m'a apporté un soutien émotionnel, une satisfaction physique et un amour mutuel. Bien sûr, il y avait quelques problèmes. Mon emploi du temps chargé agaçait Olivia et nous avions tous les deux des habitudes qui nous irritaient mutuellement. L'un des plus grands défis était de gérer la famille d'Olivia, plus que je ne le souhaitais. Je ne les détestais pas. Ils étaient décents et polis, mais je n'avais tout simplement pas envie de passer beaucoup de temps avec eux. 6 parents extravertis m'aimaient bien, mais ils nous donnaient souvent des leçons sur la manière de vivre et nous pressaient d'avoir des enfants. Bien que légèrement agaçants, ce n'était pas un gros problème puisque nous ne les voyions pas souvent. Mindy, la petite sœur d'Olivia, et son mari étaient plus difficiles à gérer. Mindy, une version plus petite et plus ronde d'Olivia, l'imitait en tout. Elles étaient inséparables, chuchotant, riant et bavardant, me laissant souvent me sentir exclu. Mindy et son mari Bruce habitaient à proximité, donc nous passions beaucoup de temps avec eux, ce qui était désagréable pour moi.
Bruce était un grand blond qui n'était pas très intelligent à mon avis. Il gérait le magasin de meubles en difficulté de sa famille à Joliet et s'en vantait constamment comme si c'était un grand succès. Malgré la connaissance de ses problèmes commerciaux, je gardais la paix pour le bien d'Olivia, endurant d'innombrables soirées à écouter les diatribes de Bruce. Après 2 ans de mariage, Olivia m'a demandé d'aider Mindy et Bruce. Elle a créé une ambiance romantique avec un dîner raffiné, des bougies et de la musique, et s'est habillée de manière séduisante, me faisant croire qu'elle voulait une soirée spéciale. Cependant, elle avait d'autres plans. Elle a parlé de notre bonne fortune et de la façon dont nous pourrions aider les autres. Elle a ensuite exprimé son inquiétude pour les difficultés financières de Mindy et Bruce, révélant que Bruce devait de l'argent et ne pouvait pas compléter son inventaire sans aide. J'ai rapidement compris où elle voulait en venir et suis allé droit au but. Combien leur faut-il, Liv? Elle a hésité, visiblement déconcertée par mon approche directe. Après avoir réfléchi un moment, elle m'a regardé timidement et a dit « Il a besoin de 50 ou 60 000 $. Cela les rendra libres et confiants. » J'ai failli m'étouffer. Nous nous en sortions bien, mais la plupart de mon argent était bloqué dans une fiducie familiale et ce montant réduirait sérieusement nos réserves de liquidité. Je savais que je pouvais accéder au fonds de la fiducie si nécessaire, mais je devrais l'expliquer à Bernie Blackman, notre principal avocat d'affaires qui gérait également la fiducie. Il se conformerait, mais insisterait pour que je remette les fonds, prenant très au sérieux son rôle de protection de la fiducie et de l'entreprise. C'était la seule fois dans notre mariage que j'ai essayé de rejeter sérieusement une demande d'Olivia. « Je ne sais pas, Liv, c'est beaucoup d'argent. » Elle a froncé les sourcils. Mindy dit que Bruce a de bonnes idées et qu'ils rembourseront l'argent tout de suite. Ils gagnent bien leur vie si c'est ce qui t'inquiète. J'en suis sûr. Je n'avais pas confiance en la capacité de Bruce à rembourser, mais je voulais qu'Olivia soit heureuse, alors j'ai signé un chèque de 60 000 $. Je dis à Olivia que nous devrions économiser jusqu'à ce que l'argent soit remboursé. J'ai une fois entendu dire que prêter de l'argent à la famille devait être traité comme un cadeau pour éviter les tensions relationnelles. Donc, dans mon esprit, c'était un cadeau de 60 000 $ à la sœur d'Olivia et à son beau-frère incompétent. Même avec l'argent, je doutais que cela résolve leurs problèmes. Mais je voulais plaire à Olivia et à sa famille. 3 ou 4 mois après avoir prêté l'argent à Bruce, je cherchais une clé USB importante chez moi. Je perds souvent des choses, donc j'ai mis la maison sens dessus-dessous. Dans la chambre d'amis, j'ai remarqué que le lit était inhabituellement en désordre, indiquant que quelqu'un l'avait fait à la hâte après y avoir dormi. J'en ai parlé à Olivia ce soir-là. Quelqu'un a-t-il dormi dans le lit d'amis? Il était plutôt défait quand je l'ai vérifié. Olivia a bafouillé nerveusement. J'ai fait une sieste là plus tôt, désolé. J'étais épuisé par le ménage et je n'ai pas eu le temps de le refaire. À l'époque, je faisais entièrement confiance à Olivia et je n'ai pas remis en question son explication. J'ai même trouvé amusant qu'elle soit embarrassée d'avoir fait une sieste. Mais ce n'était que le premier d'une série d'événements étranges au cours de l'année suivante qui, si j'avais été plus observateur, auraient révélé la vraie nature d'Olivia. J'ai cru Olivia quand elle a dit que son travail tranquille dans une petite librairie nécessitait soudainement des réunions de 5 à 6 heures tous les mardis et que je ne devais pas la contacter pendant ce temps. J'ai également accepté ses explications pour les petits bleus sur son corps et les sous-vêtements inconnus dans la lessive. Puis, il y a eu le problème du jus d'orange. Olivia a commencé à faire ses courses dans un nouveau magasin haut de gamme et ne pouvait plus acheter ma marque préférée de jus d'orange. Malgré mes plaintes, elle insistait sur le fait que le nouveau magasin était meilleur et plus pratique puisqu'il se trouvait sur son chemin de retour des réunions du mardi. Ces courses ne semblaient pas suspectes, mais elles m'ont amené à remettre en question certaines choses, menant à une réalisation déchirante. Moins de 18 mois après le premier prêt, Olivia a laissé entendre que Bruce et Mindy avaient besoin de plus d'argent. Bruce n'avait remboursé aucun des 60 000 $ initiaux et je ne voulais pas investir dans ce que je voyais comme une entreprise en faillite.
J'ai ignoré les demandes d'Olivia, mais elle a persisté, disant qu'ils avaient besoin de plus d'inventaire et de mise à niveau pour éviter de perdre leur entreprise. En essayant de me montrer accommodant, j'ai finalement accepté de revoir le plan d'affaires de Bruce et de visiter son magasin. J'ai rencontré Bruce dans son magasin un lundi matin. Il m'a montré les lieux avec enthousiasme, m'a présenté le personnel et m'a expliqué son plan d'affaires avec confiance. Au cours de notre réunion d'une demi-heure, j'ai diplomatiquement exprimé mes doutes, suggérant que, à moins qu'il n'optimise les coûts et les prix, il ne verrait pas d'augmentation de l'intérêt des clients et des revenus, même avec les changements. J'ai gentiment suggéré qu'il envisage de vendre l'entreprise. Bruce a été offensé et a insisté sur le fait qu'un coup de jeûne était tout ce qu'il fallait pour renverser la situation. Je ne pouvais pas refuser directement la demande d'argent de Bruce, alors j'ai expliqué que je n'avais pas assez de fonds personnels et que cela devrait venir d'une fiducie. Je lui ai dit que je parlerais à Bernie pour voir s'il était possible de dégager les fonds, mais je ne pouvais rien garantir. Mon plan était d'éviter le conflit et de faire semblant d'avoir essayé avant de blâmer Bernie pour le refus. Bien que lâche, je voulais garder la paix dans la famille et éviter de perdre de l'argent. En réalité, Bernie ferait tout ce que je lui demanderais, mais je mettais toujours en avant qu'il avait un contrôle strict sur la fiducie. Il n'avait aucun problème à jouer le méchant et ne s'en plaignait jamais. Bruce a hoché la tête avec confiance, croyant qu'il obtiendrait le prêt. Il m'a serré la main et m'a tapé dans le dos, me faisant me sentir encore plus coupable en partant. En m'éloignant, j'ai essayé de justifier ma lâcheté et ma malhonnêteté. En conduisant, j'ai vu un plus petit magasin d'épicerie appelé Salvador qu'Olivia avait mentionné. C'était le magasin qui ne vendait pas ma marque préférée de jus d'orange. Il semblait hors de propos, ni près de son travail, ni de notre maison, me faisant me demander pourquoi c'était pratique pour elle le mardi, à moins qu'elle ne visitât le magasin de Bruce à proximité. Des pensées troublantes ont commencé à surgir. J'ai fait demi-tour, passé devant Salvador, puis suis retourné au magasin de Bruce, où je me suis garé pendant quelques minutes. J'ai vérifié mon téléphone et découvert que c'était le seul Salvador à Chicago. J'ai passé 15 à 20 minutes à réfléchir aux raisons pour lesquelles Olivia pourrait faire S&A courses là-bas. J'ai pensé à des raisons possibles, une autre réunion de bureau, un déjeuner avec Mindy ou un club de fitness à proximité. Mais mon esprit revenait toujours à une conclusion que je ne voulais pas affronter. Je voulais plus d'informations, alors j'ai décidé de confronter directement Bruce. Je me suis dépêché de retourner au magasin de meubles et ai remarqué les horaires affichés sur la porte, ouvert jusqu'à 8 heures du soir en semaine, mais fermé à midi le mardi. Mon soupçon grandissait. En entrant dans le magasin, je me suis approché d'un employé d'âge moyen qui remuait son café. « Excusez-moi, j'ai besoin de parler de toute urgence avec Bruce McCoy. C'est à propos de questions financières importantes. » Il m'a ignoré, continuant de remuer son café et prenant même une gorgée, réalisant que cela pourrait expliquer pourquoi. Le magasin avait des problèmes, j'ai répété ma demande avec plus d'urgence, c'est très important, pourriez-vous l'appeler pour moi? Il m'a finalement reconnu, vous êtes le type qui était là plus tôt avec Bruce, n'est-ce pas? Venez par ici. Bruce est en train de rencontrer un fournisseur maintenant, mais vous pouvez attendre dans la salle de repos. Il ne devrait pas être trop long, peut-être une demi-heure. Il m'a conduit à la salle de repos et m'a laissé avec une tasse de café et la télécommande de la télévision. Mon plan, rapidement élaboré, consistait à confronter Bruce et à bluffer en prétendant avoir des preuves solides de son affaire avec Olivia. J'avais l'intention de menacer que, s'il ne confessait pas, je partagerais les preuves avec Mindy et le reste de la famille. Si Bruce était coupable, il avouerait probablement. Sinon, je devrais vivre avec l'embarras et peut-être en faire une blague. Je faisais les 100 pas dans la pièce en répétant mentalement mon discours, imaginant insinuer que j'avais des photos ou des films, ou affirmant qu'Olivia avait confessé. Tout en pensant à la confrontation, j'ai commencé à regarder distraitement autour de moi. J'ai feuilleté des magazines et changé de chaîne de télévision avant de décider de chercher des indices.
Il m'est venu à l'esprit que s'il trichait dans le magasin, cela pourrait se passer dans cette salle de repos, possiblement sur le vieux canapé. Je regardais le canapé vert délavé avec des taches de café et un accoudoir déchiré. Il était en mauvais état, digne d'une décharge. En soulevant le coussin, j'ai découvert qu'il s'agissait d'un lit pliant avec des draps en désordre et des zones jaunies probablement dues à la sueur. Il y avait des taches de rouge à lèvres et une légère odeur de parfum. J'ai vérifié que Bruce était toujours dans son bureau, puis j'ai tiré le lit. En dessous, j'ai trouvé des débris, un stylo, 37 cents en monnaie, une tasse de café cassée, un tube vide de gel KY et un reçu de restaurant. Le reçu venait d'un restaurant mexicain qu'Olivia aimait, avec sa signature élégante et incriminante. Même si c'était une preuve circonstancielle qui pouvait être facilement expliquée, cela a dissipé le dernier doute de mes pensées. Les étrangetés concernant son emploi du temps du mardi, les bleus, les sous-vêtements inconnus et le lit en désordre indiquaient tous une image claire d'infidélité et d'un beau-frère trompeur. Mon plan de faire peur à Bruce pour qu'il avoue semblait ridicule. J'avais besoin de preuves concrètes et une confrontation pourrait tout gâcher. Sachant maintenant les moments et les lieux probables de leur rencontre, je pouvais désormais rassembler les preuves dont j'avais besoin. J'ai replié le lit, me suis assis sur le canapé et serré les dents de rage, mon cœur battant la chamade. J'avais déjà été trompé dans des affaires et une fois aux cartes, mais jamais je n'avais ressenti une trahison aussi profonde. J'étais sur le point de crier, de pleurer, de hurler et de frapper le mur, mais de ce tumulte émotionnel est née une envie brûlante de vengeance. Je me suis calmé et ai commencé à réfléchir à ma situation, essayant d'être aussi détaché et rationnel que possible. J'ai considéré les vulnérabilités de Bruce et Olivia et comment je pourrais les exploiter pour en tirer satisfaction. Ma première pensée était de frapper Bruce, mais je voyais cela comme une condamnation à la prison. Mon deuxième réflexe était de refuser le prêt et de demander un remboursement immédiat, mais, ce qu'il y a à savoir. Sour commença à expliquer les termes du prêt. Le prêt est garanti par l'inventaire de votre magasin et l'immeuble lui-même, dit-il, et il y a des pénalités sévères en cas de non-remboursement. Il ajouta ensuite quelques détails juridiques avant de conclure, mais si vous êtes confiant dans vos projets, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Bruce, toujours enthousiaste, signa les documents sans hésitation. Merci beaucoup, Mike, dit-il en serrant ma main. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Je souris et quittai le magasin, mon esprit tourné vers la prochaine étape de mon plan. Je devais maintenant surveiller Bruce et Olivia de près, rassembler des preuves solides de leur infidélité. Avec cela en main, je pourrais les confronter et utiliser le prêt comme levier pour obtenir ce que je voulais. Quelques semaines passèrent, et je notais les allées et venues d'Olivia avec plus d'attention. Chaque mardi, elle continuait à prétendre avoir de longues réunions de travail. Un jour, je décidai de la suivre. Après l'avoir vue entrer dans le magasin de Bruce, je pris des photos discrètes et notai les horaires précis. La confrontation que je redoutais approchait. Armé de mes preuves, je m'approchai de Bruce un après-midi. « Bruce, il faut qu'on parle, dis-je d'un ton sérieux. »« Quoi de neuf, Mike ?» me demanda-t-il, toujours aussi confiant. « J'ai découvert quelque chose qui ne me plaît pas du tout, répondis-je en lui montrant les photos. Bruce pâlit en les regardant. « Je peux tout expliquer, balbutia-t-il. »« Je suis sûr que tu le peux, répondis-je froidement. Mais d'avant, je veux que tu comprennes quelque chose. Ce prêt que tu as signé, il te lie. Si tu ne rembourses pas, je prends tout. » Bruce hocha la tête, visiblement terrifié. « Je ferai tout ce que tu veux, Mike. Juste, ne dis rien à Mindy. » Je souris, satisfait. « D'accord, mais voici mes conditions. Tu vas rembourser le prêt, chaque centime, et tu vas rester loin d'Olivia. Si je découvre que tu es encore en contact avec elle, je ferai en sorte que tout le monde sache ce que tu as fait. » Bruce acquiesça, la peur dans ses yeux. « Je comprends. Je rembourserai le prêt, et je resterai loin d'Olivia. » Je le laissai là, tremblant et anxieux, sachant que j'avais maintenant le contrôle. La trahison d'Olivia et Bruce m'avait blessé profondément, mais je m'étais vengé de manière calculée et efficace. Ma vie ne serait plus jamais la même, mais au moins, je savais que justice avait été rendue. Pour nous retrouver. Bruce sourit en caressant ses cheveux. Je comprends, mais ce n'est que temporaire. Une fois que les affaires iront mieux, nous pourrons trouver un endroit plus agréable. J'éteignis la vidéo et me laissai tomber sur ma chaise, la colère bouillonnant en moi. L'idée de continuer cette mascarade était insupportable, mais je savais que je devais jouer le jeu un peu plus longtemps pour obtenir ce que je voulais.
Il était temps de mettre en marche mon plan de revanche. Le lendemain matin, je me rendis au bureau de Bernie et lui demandai de finaliser les documents de prêt pour Bruce. Bernie, comme à son habitude, ne posa pas de questions inutiles et fit ce que je lui avais demandé. Une fois les documents prêts, je retournai les voir pour que Bruce les signe officiellement. Il me remercia encore une fois avec enthousiasme, inconscient de la trappe qui se refermait lentement sur lui. Pendant les semaines suivantes, je continuai à surveiller Bruce et Olivia, rassemblant autant de preuves que possible. Chaque rencontre, chaque conversation enregistrée, ajoutait à mon dossier de trahison. Olivia, quant à elle, semblait de plus en plus insatisfaite de notre relation, mais elle ne soupçonnait rien de mes véritables intentions. Un soir, alors que nous dînions ensemble, Olivia mentionna que Bruce lui avait parlé de nouveaux projets pour le magasin. Il pense qu'avec les rénovations, les affaires vont vraiment décoller, dit-elle avec un sourire que je commençais à détester. Je l'espère, répondis-je en feignant l'enthousiasme. C'est une grande opportunité pour lui. À l'intérieur, je bouillonnais de rage. Chaque mot qu'elle prononçait ne faisait que renforcer ma détermination à la piéger. Mais je devais rester calme et méthodique. Enfin, le jour de la confrontation arriva. J'avais rassemblé toutes les preuves nécessaires et préparé une présentation que même Bernie trouverait irréfutable. J'invitai Olivia à déjeuner dans notre restaurant préféré, un endroit où nous avions partagé de nombreux souvenirs heureux. Pendant le repas, je lui parlais de mon amour pour elle, de notre mariage, et des moments que nous avions partagés. Elle semblait confuse par mon comportement inhabituellement sentimental. « Mike, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle finalement, inquiète. « Non, Olivia, tout ne va pas bien » répondis-je doucement. « J'ai découvert quelque chose qui a tout changé. » Elle fronça les sourcils. « De quoi parles-tu » Je sortis une enveloppe de ma veste et la posai sur la table. « Regarde ça. » Elle ouvrit l'enveloppe et feuilleta les photos, les extraits de conversations enregistrées, et les relevés de compte qui prouvaient sa liaison avec Bruce. Son visage devint livide. « Mike, je peux tout expliquer, balbutia-t-elle. « Non, Olivia, tu ne peux pas, répondis-je froidement. Je veux que tu prennes tes affaires et que tu quittes la maison aujourd'hui. Je vais lancer les procédures de divorce dès demain. Et si tu penses que tu peux t'en sortir en niant tout, sache que j'ai suffisamment de preuves pour détruire ta réputation et celle de Bruce. » Elle resta silencieuse, les larmes aux yeux, incapable de trouver les mots. Je payai l'addition et me levai. « Je te souhaite bonne chance, Olivia. Tu en auras besoin. » En quittant le restaurant, je ressentis un étrange mélange de satisfaction et de tristesse. J'avais perdu ma femme, mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux, la vérité. Et avec cette vérité, je pouvais enfin tourner la page et commencer à reconstruire ma vie. Je n'aime pas cette pièce et changer les draps sales de la semaine dernière n'est pas excitant. Bruce lui caressa la joue en souriant. Eh bien, nous pourrions toujours nous enfuir ensemble. Olivia rit, mais l'expression de Bruce devint pensive. Sérieusement, Liv, regrettes-tu d'avoir épousé Mike ? Parfois, je me demande si tu penses que ça aurait été mieux si toi et moi nous étions mariés à la place. Olivia se redressa sur le lit, s'adossant au dossier du canapé, les bras enroulés autour de ses genoux. Elle regarda Bruce pensivement. Allez Bruce, combien de fois devons-nous répéter cela ? Ce que nous avons est spécial, très spécial, mais non, je ne pense pas que nous serions mieux mariés. Nous serions heureux ensemble, mais j'aime aussi Mike et tu aimes Mindy. Si nous étions ensemble, Mike ne me poursuivrait pas et Mindy ne serait pas heureuse non plus. Elle se pencha, embrassa Bruce sur la joue et lui caressa la poitrine. Bruce, les gens comme nous peuvent aimer plus d'une personne à la fois. C'est bien pour nous, mais Mindy et Mike ne sont pas comme ça. Ils ne peuvent pas gérer leurs émotions comme nous le faisons et rendre tout le monde heureux. En entendant cela, mon indignation atteignit son comble et je jetai le presse-papier à travers la porte du bureau. Je l'aimais ou peut-être parce qu'elle était la seule femme qui m'ait jamais aimé. Je n'avais jamais réalisé à quel point elle était arrogante et délirante. Elle voyait ses infidélités comme une vertu, non pas une trahison, mais quelque chose qui augmentait l'amour dans le monde, une obligation morale. J'ai dormi sur le canapé du bureau cette nuit-là et terminé les documents le lendemain matin. Quand je suis rentré chez moi le soir suivant, Olivia m'a accueilli, les mains sur les hanches et une expression amère sur le visage. « Où diable étais-tu la nuit dernière ?» J'étais morte d'inquiétude. « Tu n'as pas appelé ni écrit, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» demanda-t-elle. J'ai levé la main pour l'arrêter. J'étais au travail,
j'ai bu et je ne pouvais pas rentrer à la maison, alors je suis resté là-bas. Elle avait l'air perplexe. Attends, quoi? Tu t'es saoulé au travail, demanda-t-elle. J'ai hoché la tête. Eh bien, tu aurais pu me le faire savoir. J'ai failli appeler la police. Pourquoi buvais-tu au travail, insista-t-elle. Sans répondre, j'ai passé devant elle dans le salon, je me suis assis sur le canapé, j'ai mis mes pieds sur la table basse et j'ai ouvert ma mallette. Olivia soupira avec indignation et s'assit en face de moi. Hey Mike, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu tant bu au travail? Que s'est-il passé la nuit dernière? Questionna-t-elle. J'ai continué à trier les papiers, puis remplacé mes pieds par les papiers sur la table et me suis penché en avant en frottant mes mains ensemble. D'accord, commençons, dis-je. Commencer quoi? Que s'est-il passé la nuit dernière? Insista Olivia. J'ai regardé la vidéo, répondis-je. Vidéo, on demanda-t-elle, maintenant confuse et craintive. Oui, la vidéo de toi et Bruce en train de faire l'amour sur ce canapé. C'était troublant, alors j'ai peut-être réagi de manière excessive, comprends-tu? J'ai souri finement tandis que son visage passait de la confusion à la peur et au choc. Elle lutta pour parler, ses yeux passant des papiers à la porte, puis à moi. Je ne comprends pas, Mike, de quoi parles-tu, balbutia-t-elle. Allez Olivia, tu ne peux pas être aussi stupide. Je parle de toi et Bruce et de ce que vous faites chaque mardi depuis 1 an, ai-je clarifié en désignant les papiers. Je parle de la fin de notre mariage. Olivia octa, se couvrant la bouche. J'attendis sa réponse. Mike, nous pouvons arranger ça. Je peux te faire comprendre, supplia-t-elle. Oh, je comprends Liv, répondis-je en prenant un DVD de ma mallette et en le poussant de l'autre côté de la table vers elle. La nuit dernière, j'ai eu plein d'informations, une mine d'or de fait sur ma femme aimante et mon beau-frère amical. Elle fixait le DVD comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux, reculant légèrement mais ne faisant aucun effort pour le prendre. Allez Liv, c'est ta copie. Je ne dirai pas comment, je l'ai obtenue, mais j'ai ma propre copie pour référence future et pour étudier davantage ta philosophie de l'amour et de la dévotion. Elle commença à se lever, semblant vouloir s'approcher de moi, mais je levai la main pour l'arrêter. Elle se mordit la lèvre, puis parla lentement et délibérément, essayant de cacher le tremblement dans sa voix. Mike, écoute, tu dois réfléchir à tout ça. Ça ne sert à rien de détruire nos vies à cause de valeurs et de talents différents. Je t'aime et j'ai toujours été prête à accommoder nos différences et j'espère que... Je l'interrompis avec un rire moqueur. Des valeurs et des talents différents, sérieusement? Tu penses que tromper est un talent? Parce que, honnêtement Liv, tout le monde est capable de ce talent. Talent n'est pas le bon mot, dit-elle en prenant une grande inspiration, regardant le plafond puis de nouveau vers moi. Capacité. Le bon mot est capacité. J'ai une plus grande capacité à aimer et je peux aimer avec succès plus d'une personne à la fois. En dehors des idées dépassées sur l'amour et les relations, il n'y a aucune raison pour laquelle je ne devrais pas utiliser ma capacité. Arrête, tu m'énerves avec tes excuses. Tu penses avoir une capacité spéciale qui te donne le droit de tromper et de mentir alors que tu devrais être fidèle. Mais vraiment, c'est juste une excuse, Liv. Tout le monde peut être impliqué avec plusieurs personnes, ça ne fait pas d'eux des amants talentueux, juste des trompeurs. Instantanément, Olivia l'apologétique disparut, remplacée par une femme en colère et confiante. Tu me traites de trompeuse, répliqua-t-elle. De ton point de vue, peut-être, mais je n'ai jamais perdu mon amour pour toi ou pour Bruce. Je n'ai jamais compromis mes sentiments à cause d'un code médiéval qui dit que je dois limiter mes relations. Donc oui, je peux sembler une trompeuse pour toi, mais quand je me regarde dans le miroir, je n'ai aucun doute sur ce que j'ai fait. Elle respirait lourdement, son visage rouge de colère et ses yeux brûlants de feu. J'en avais assez. Tu veux vivre comme ça? Une relation ouverte avec différents gars, en aimant à un jour et un autre le lendemain? Très bien, à chacun son truc, mais prétendre que tu n'as pas trompé ou menti est complètement absurde. Tu ne m'as jamais dit que tu avais des relations sexuelles avec Bruce et tu sais que je n'aurais pas accepté. Tu le sais. Elle se détourna, évitant mon regard, mais je m'assurai qu'elle me fasse face tandis que je continuais. Donc tu as menti par omission, le plus grand mensonge que j'ai jamais rencontré. Tu as fait croire à tout le monde que nous étions un couple engagé alors que tu étais secrètement avec Bruce, cachant tes aventures au magasin de meubles. Tu as menti et vécu un mensonge. Ta soi-disant philosophie ne fait que de toi une trompeuse.
Des larmes de colère coulèrent sur ses joues tandis qu'elle secouait la tête, incapable de répondre. J'attendis, mais comme elle ne disait rien, je poussai les papiers vers elle. Lis ça, trouve un avocat, c'est réel. Elle parla enfin. Et si je ne veux pas de divorce? Alors tu n'as pas de chance, Liv, parce que tu en auras un. Je fis une pause, puis ajoutai avec un sourire. Mais, et ça ne veut pas dire que tu seras seul. Je déménageai ce soir-là, me relogeant dans un appartement plus proche du travail et retrouvai rapidement mon moi d'avant Olivia, un travailleur, un homme d'affaires, un solitaire sans intérêt pour la socialisation. Les heures au travail devinrent infernales et cela était évident pour plus d'une personne, mais, je savais que rester à la maison me pousserait à obsessionner sur Olivia, rejouant son aventure dans mon esprit, me demandant si elle pensait à moi ou si elle était avec Bruce. Je n'avais pas d'autre choix que de me plonger dans le travail et d'essayer d'oublier mon mariage aussi vite que possible. Dans toute compétition, mon instinct naturel est de faire tout ce qu'il faut pour gagner et la plupart des gens dans le monde des affaires me connaissaient pour mes négociations difficiles et prolongées, mais cela signifierait des délais, des interactions et de la douleur. J'étais prêt à payer pour une sortie rapide et propre. J'offris à Olivia une grosse somme forfaitaire pour le soutien continu avec la menace de la retirer si elle n'acceptait pas un divorce rapide. Au fond de moi, j'espérais qu'elle s'opposerait, insisterait sur le fait que nous pourrions faire fonctionner le mariage, refuserait la proposition et se battrait pour cela. Je voulais que la chance de survie de notre mariage. Compte plus pour elle que l'argent, mais ce n'était pas le cas. Avec quelques objections à moitié sincères, elle accepta les termes, et en 60 jours, mon mariage était terminé. Quelques mois après le divorce, Bruce commença, de manière prévisible, à accumuler du retard dans ses paiements. Il reçut des avertissements appropriés et une lettre sévère de Bernie lui informant que nous commencerions à saisir l'argent par tous les moyens possibles. Bruce appela et envoya des courriels avec des excuses et des promesses, suppliant pratiquement pour un délai supplémentaire. J'instruisis Bernie d'être ferme, en précisant que nous pourchasserions la caution dès que cela serait légalement possible. La veille de la saisie, Bruce demanda une réunion en personne, et j'acceptai. À ce moment-là, je réalisai qu'il était désespéré et qu'il ferait n'importe quoi ou prendrait de l'argent de n'importe qui pour se sauver. Je voulais que l'argent vienne d'Olivia. J'attendais la réunion avec impatience. Nous nous rencontrâmes dans mon bureau après le travail, la plupart des secrétaires étaient rentrés chez elles, mais mon assistante, Chérie, resta dans le bureau extérieur prête à préparer les documents si nécessaire. Bruce avait l'air plus nerveux que jamais, tendant une main moite pour une poignée de main en entrant dans mon bureau avec hésitation. Derrière lui se tenait presque timidement Olivia, et la voir me coupa le souffle. Elle s'assit plus près de moi que Bruce, portant l'une de mes tenues préférées, entièrement maquillée et souriant largement, essayant clairement de me convaincre par des connexions émotionnelles. J'eus soudainement l'envie de me précipiter vers elle, de la prendre dans mes bras et de l'embrasser, mais reconnaissant le danger de mes sentiments, je réprimai cet élan, arborant une expression sombre et murmurant un salut réticent. Honnêtement, j'étais plus que surpris qu'elle soit venue. J'avais anticipé cette réunion depuis longtemps et l'avais soigneusement planifiée, mais je ne m'attendais pas à ce qu'Olivia soit là, craignant que sa présence ne perturbe mon plan de l'associer aux échecs de Bruce. Je pensais à objecter, peut-être lui demander d'attendre dehors, mais décidai finalement que sa présence pourrait rendre le résultat plus satisfaisant. Bruce commença par essayer de me charmer. Après m'avoir serré la main, il sourit largement et engagea une conversation légère sur le désir de rectifier les choses, espérant que je savais combien il me respectait et exprimant ses regrets sur la façon dont les choses s'étaient déroulées. J'étais choqué, il semblait vouloir renouer l'amitié, pensant que nous pourrions redevenir amis. Je ne le crus pas, sans le moindre sourire. Je le fixai et interrompis son discours aussi impassiblement que possible. Bruce, arrête cette absurdité. Tes excuses ne me signifient rien. Compris? Il vacilla sur sa chaise, comme si je l'avais frappé. Ensuite, il pinça ses lèvres, prit une profonde inspiration inquiète par le nez et hocha la tête avant de recommencer. Très bien, désolé Mike, passons aux choses sérieuses. Il me regarda comme si c'était ma réunion, s'attendant à ce que je continue, mais je me contentai de lui faire signe de présenter son cas. Léchant nerveusement ses lèvres et passant une main tremblante dans ses cheveux, il commença à expliquer comment il comptait rembourser l'argent mais manquait actuellement de liquidité.
Il mentionna la pression sévère de Bernie et affirma que son entreprise était au bord de la reprise, nécessitant juste un peu plus de temps. Enfin, il essaya de soutenir que lui accorder plus de temps serait financièrement plus avantageux pour moi. Je me penchai en arrière lentement, étudiant le sourire nerveux de Bruce, la sueur se formant sur son front et sa main droite tremblante sur la table. « Bruce, si tu n'étais pas un tel menteur, je pourrais envisager de te faire une faveur. » Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et de détresse, et il se pencha en avant, prêt à protester, mais je l'arrêtai d'un geste de la main. « Allez, Bruce, il est difficile de faire confiance à quelqu'un qui n'a pas hésité à coucher avec la femme mariée de son beau-frère. Demander de l'aide financière à son mari est juste ridicule. » Bruce se tourna mal à l'aise et Olivia, nerveuse, tout ça. « Mike, s'il te plaît, tu ne peux pas punir Bruce parce que je fais ce que je veux. » Olivia, répliquai-je en la dévisageant, pourquoi es-tu même là? Je pensais peut-être que je pourrais te convaincre pour le bon vieux temps. Je suis encore inquiet pour toi et pensais que... Je l'interrompis brusquement. Tu t'es trompé. Ta présence me rappelle juste comment Bruce m'a trahi en te trompant. Faites-vous une faveur et restez en retrait, en ayant l'air agréable et gardez vos commentaires au minimum. Des larmes montèrent à ses yeux et son menton trembla, mais elle obéit et se recula. Je me tournai à nouveau vers Bruce. Voici le deal, tu rembourseras la dette selon un calendrier strict où je commencerai à saisir tout ce que je peux dans les garanties. Bruce secoua la tête de manière agressive. Allez Mike, tu ne peux pas me prendre mon entreprise. Tu ne peux pas. Je peux et je le ferai si tu ne paies pas. Trouve l'argent, Bruce, demande à ta famille, trouve une banque, vends quelque chose. Je m'en fiche, trouve l'argent ou je prendrai tout ce que je peux. Mais tu sais que les banques ne me prêteront pas d'argent, sinon je serais allé les voir en premier. Ma famille ne peut pas aider, ils n'ont pas ce genre d'argent. Je le regardai droit dans les yeux. Ne me dis pas que ta famille n'a pas d'argent. Je sais qu'ils en ont. Non, ils ne peuvent pas aider. Ils n'ont tout simplement pas. Et elle? Dis-je en désignant Olivia. Lui as-tu demandé de l'argent? Bruce se rassit. Liv. Liv n'a pas? Je ris. Bien sûr qu'elle en a. Je lui ai donné un chèque de 150 000 $. Elle a plein d'argent, n'est-ce pas Olivia? Je la regardai avec un sourire en coin et Bruce la regarda questionnant. Il ne savait pas pour le paiement forfaitaire. Elle se sentit soudainement nerveuse, peut-être un peu nauséeuse. Eh bien, oui, je l'ai, mais j'ai besoin de cet argent. Je ris à nouveau. Arrête Liv, tu pensais qu'il était sûr de donner de l'argent à Bruce quand tu m'as convaincu de l'aider au départ. Pourquoi hésiter maintenant? Tu ne fais pas confiance à Bruce pour remettre son entreprise sur les rails? Si tu penses que c'est un bon investissement pour moi, pourquoi pas pour toi? Je lui fis un sourire malicieux, elle déglutit difficilement, regarda Bruce puis me regarda à nouveau. Prenant une profonde inspiration, elle redressa les épaules et dit d'un ton vaguement défiant qu'elle pouvait couvrir la différence pour un certain temps. Bruce lui sourit et elle lui rendit faiblement son sourire. Ils partirent, Bruce marchant avec plus de confiance et Olivia, déçue, tandis que je tenais la porte ouverte pour eux. Je les laissai avec une dernière instruction. Rappelle-toi Bruce, peu importe comment, je veux juste l'argent. Tu obtiendras ton argent. Il cracha ces mots en retour. Olivia avait l'air inquiète. Au cours des mois suivants, j'essayai de trouver du réconfort dans le travail, restant professionnel et efficace avec tout le monde. J'évitais les conversations personnelles et les opportunités sociales, préférant travailler ou être seul. J'essayais de ne pas penser à la trahison de ma femme, mais tout me la rappelait, y compris le chèque mensuel de Bruce sur mon bureau. Ce chèque me procurait une satisfaction amère, sachant que j'avais plongé les auteurs de ma mésaventure dans la pauvreté. Les choses se détériorèrent davantage lorsque Mindy me contacta. Elle envoya plusieurs emails et appela même. Je fus surpris d'apprendre que Bruce et Olivia lui avaient avoué, probablement une version édulcorée de leur affaire. Elle le prit mal au début, mais finit par leur pardonner à tous les deux. À ma grande horreur, elle laissa entendre qu'elle soupçonnait leur relation et qu'ils avaient convenu de continuer à se voir. Elle essaya même de me convaincre de reprendre Olivia. Mes réponses furent amères et dures, et je suis certain de l'avoir laissée en larmes après le deuxième appel. Après cela, je n'eus plus jamais de nouvelles d'elle. La tolérance de Mindy rendit clair que Bruce et Olivia avaient payé un prix émotionnel bien moindre que ce que j'avais espéré. Je craignais que le magasin devienne solvable,
que Bruce rembourse sa dette et qu'ils soient tous satisfaits financièrement et émotionnellement, me laissant derrière, secouant la tête à l'âme perdue qui ne comprenait pas l'amour moderne. Je n'avais pas à m'inquiéter. Le showroom de meubles brûla 9 mois après ma rencontre avec Bruce et Olivia. Ce fut un spectaculaire incendie de 2 alarmes qui menaça les bâtiments voisins et fit les actualités nocturnes. Je ne vis pas la couverture, mais Bernie le fit et il m'appela immédiatement pour discuter des implications. Il était en colère, pensant que la fiducie avait perdu beaucoup d'argent. Je le rassurai en promettant de racheter personnellement le prêt si Bruce faisait défaut, en lui assurant que la propriété était précieuse en raison de son emplacement. Des questions surgirent sur l'incendie, et lorsque des catalyseurs furent découverts, la compagnie d'assurance refusa de payer. Sans revenu du magasin, Bruce fit défaut sur le prêt, et j'achetai les ruines encore fumantes de la propriété et 35 acres de terre pour la chasse aux canards du Mississippi. L'enquête criminelle dura presque 6 mois. Les détectives établirent un solide dossier circonstanciel contre Bruce et Olivia. Ils prouvèrent que le magasin perdait de l'argent et qu'Olivia dépensait chaque mois plus pour le maintenir à flot. Bruce fit des tentatives désespérées pour obtenir des prêts, échoua, puis essaya discrètement de vendre l'entreprise. Il n'y eut pas d'acheteurs, même à prix réduit. Les enquêteurs ne trouvèrent aucune preuve qu'Olivia ou Bruce se trouvaient près du magasin la nuit de l'incendie ou qu'ils avaient acheté quoi que ce soit pour le provoquer. Leur théorie était qu'ils avaient engagé un incendiaire professionnel. Ils trouvèrent de nombreuses recherches sur l'incendie criminel sur l'ordinateur d'Olivia, des relevés téléphoniques avec 2 hommes condamnés pour incendie criminel, et un retrait de 155 000 $ en espèces la semaine avant l'incendie. Olivia et Bruce avaient un bon avocat, probablement financé avec son argent restant, et le procureur savait que ce serait un combat, alors il commença à négocier. Ils commencèrent probablement par des accusations d'incendie criminel au premier degré et de fraude, puis négocièrent à partir de là. La défense ne voulait pas se contenter de moins que l'incendie criminel au 4e degré, donc une date de procès fut fixée. J'étais sur la liste des témoins, attendant dans le hall le premier jour, lisant le journal et tapant du pied sur le sol en carrelage. Un fonctionnaire du tribunal annonça que le procès était annulé en raison d'un accord, et que nous pouvions rentrer chez nous. Je rassemblai mes affaires pour partir. Olivia et Bruce entrèrent avec plusieurs officiers et leur avocat. Les journalistes se précipitèrent, leur tendant des micros, mais ils refusèrent de faire des commentaires. Bruce rencontra Mindy et partit avec les officiers, tandis qu'Olivia s'approcha de moi pour parler. J'admirais son courage dans ces circonstances. Eh bien Mike, c'est ta journée de chance. C'est ce que tu voulais, que je sois puni pour mes péchés? Je ris amèrement et secouai la tête de manière moqueuse. Je voulais une femme fidèle et un mariage réussi. Je ne recevrai jamais ce que je veux de toi. En l'absence de cela, je veux juste mon argent. Elle ricana. Eh bien, tu n'en obtiendras plus maintenant, n'est-ce pas? Oh, j'en ai récupéré une partie, et j'ai un magasin. Elle se moqua. Et que vas-tu en faire? A-t-il cessé de fumer? Tu serais surprise de ce qu'un homme d'affaires intelligent peut faire avec une bonne propriété, même si elle fume encore. Ses narines se dilatèrent et son visage se durcit. Elle prit une profonde inspiration avant de parler à nouveau. Et maintenant, tu es plus heureux seul, sans personne, marié à ton travail pour un avenir prévisible? Elle sourit avec assurance. Ne le nie pas. Je te connais, je sais combien tu détestes rencontrer de nouvelles personnes. Je travaille là-dessus, Liv. Je t'aimais, mais tu n'es pas la seule femme au monde. Elle sourit avec confiance. Non, pas la seule, mais je ne pense pas que tu puisses trouver ce que les hommes d'affaires appellent un équivalent de remplacement. Que tu le veuilles ou non, tu me manqueras. Je me penchai vers elle et lui murmurai à l'oreille. Je pourrais être un peu seul, mais toi, tu ne le seras pas, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, c'est que tu partageras un espace exigu avec un groupe de jolies femmes androgynes avec qui tu pourras partager tout cet amour abondant. Ce sera bénéfique pour toi et pour les lesbiennes. Olivia me choqua en perdant son calme à ma dernière remarque, reculant comme si j'étais radioactif. Son visage se déforma avec mépris et ses yeux s'illuminèrent de colère. Elle prit une profonde inspiration, sa poitrine se soulevant, puis elle explosa. Espèce d'idiot sanctimonieux, égocentrique et émotionnellement endommagé. Hurla-t-elle tandis que les officiers l'entraînaient. Tu finiras seul, tout comme moi, marié à ton stupide travail. Alors que je la regardais crier après moi, son amour s'évaporait, laissant place uniquement à un mépris haineux. Une vague de mélancolie m'envahit.
Je résistais à l'envie de montrer ma douleur, souriais faiblement et murmurais quelques répliques sur son langage offensant, mais elle continua sa tirade. Le temps passera et je passerai à autre chose, mais tu resteras seul, regrettant un jour de ne pas avoir été avec moi. Quand tu seras marié à une ex-secrétaire ennuyeuse, tu regretteras de ne pas avoir accepté. La porte se ferma derrière elle, coupant court à son tirade. Je me retournai et quittai la salle d'audience. Ma journée était libre et sans réunion, je me rendis donc sur le site brûlé, luttant contre un sentiment croissant de désespoir et de solitude. La température baissa, et le vent fouetta ma veste et me piqua le visage alors que je regardais autour de moi, me demandant encore quoi faire des décombres. Je n'étais pas sûr de pouvoir sauver la situation et envisageais de tout vendre pour me concentrer sur ce que j'avais toujours fait. C'était sûr, peut-être même intelligent, mais je savais qu'il y avait une autre option, prendre un risque et reconstruire, peut-être même ouvrir un autre magasin de meubles. Je pensais à vendre avec succès des meubles depuis le même endroit où Bruce avait échoué, avec beaucoup de publicité et de panneaux publicitaires. Je pouvais même l'appeler Olivia et organiser des soldes de dernière minute. Il m'est venu à l'esprit que les décisions auxquelles je faisais face concernant le site reflétaient celles que j'avais prises dans ma vie. Olivia avait raison à mon sujet, ma tendance naturelle avant de la rencontrer était de me retirer, d'éviter la proximité et de me concentrer sur le travail. Je me voyais me diriger vers une existence solitaire, financièrement sécurisée mais dénuée de joie. Je devenais ce qui me convenait, faisant quelque chose de sûr, assis sur un bloc de béton. Je regardais autour de moi à nouveau, pesant mes options, contemplant mon avenir. J'étais sur le point de partir et de retourner au travail, reportant la décision à un autre jour, lorsque quelques rayons de soleil de fin d'après-midi filtrèrent à travers les nuages et illuminèrent le mur couvert de graffitis de l'autre côté de la rue. La lumière projetait une lueur orange brûlante sur le mur, faisant ressortir les mots « Agis maintenant ». J'ai toujours méprisé les gens superstitieux qui laissaient des choses sans importance régir leur vie, mais assis sur cette dalle de béton dans le froid de novembre, ces mots semblaient être le destin, un message de Dieu. Je sortis mon téléphone portable et appelai le bureau. « Salut chérie, quelle est la firme d'architecture qui a conçu le nouveau centre commercial avec les vitres et les fontaines ?»« ou mère quelque chose comme ça, je pense », répondit-elle en riant légèrement tout en vérifiant. « Oui, Hammerstone. Ils sont basés ici à Chicago. »« D'accord, pourrais-tu organiser une réunion avec eux dès que possible ?» demandai-je. Elle hésita. « Nous construisons quelque chose, demanda-t-elle. » Je regardai autour de moi, imaginant le nouveau magasin, et ressentis une montée de confiance. « Oui, je pense que nous le faisons, confirmai-je. D'accord, bien sûr, patron. Autre chose ? Je mordillai ma lèvre en regardant à nouveau les graffitis. Oui, chérie, il y a une chose de plus. Tu te souviens de cette représentante en jean contrefait, la grande blonde, Brenda ? Brenda White, je pense, ajoutai-je. Oui, la voix de chérie devenait de plus en plus incrédule, et je me demandais si elle pensait que j'étais en train de perdre la tête. Tu veux son numéro ? Bien sûr, veux-tu que je te la mette en relation ? Non, je l'appellerai moi-même. Merci. Je répondis. La scène se déroulait un après-midi froid de novembre alors que je conduisais à travers une partie moins fréquentée de la ville, avec Brenda, ma nouvelle petite amie, à mes côtés. Les routes autrefois familières étaient désormais parsemées de signes de délabrement, lampadaires cassés et murs couverts de graffitis. Le chauffage de la voiture ronronnait doucement, offrant un contraste frappant avec la morosité extérieure. Brenda et moi étions en route après une sortie l'après-midi, le genre de journée insouciante à laquelle je m'étais habitué au cours des 2 années suivant mon divorce. Brenda, avec sa personnalité vibrante et son rire contagieux, avait apporté un souffle d'air frais dans ma vie. Elle parlait vivement de plans pour le week-end prochain lorsque je remarquai une silhouette au bord de la route, agitant désespérément. La femme semblait échevelée, ses vêtements en lambeaux et ses cheveux emmêlés. Je ralentis instinctivement, ma curiosité piquée malgré l'hésitation légère de Brenda. Alors que nous nous rapprochions, les traits du visage de la femme devenaient plus distincts, son visage était émacié, ses yeux creux, et elle se déplaçait avec une sorte de désespoir qui en disait long sur ses circonstances. Mon cœur commença à battre plus vite, un sentiment lancinant de familiarité me grattant le bord de l'esprit. Je me gara, mes mains agrippant fermement le volant. Brenda se tourna vers moi, l'inquiétude marquée sur son visage. « Es-tu sûr de vouloir faire ça, Mike ? Elle a l'air plutôt mal en point. »
Je hochai la tête, incapable de détacher mes yeux de la femme s'approchant de la voiture. Lorsqu'elle fut à quelques pieds de nous, la reconnaissance me frappa comme un train de marchandises. C'était Olivia, mon ex-femme. La transformation était choquante, la femme qui autrefois dégageait grâce et confiance semblait maintenant avoir traversé l'enfer. C'était une ombre de son ancien moi. Je baissai la vitre, l'air froid s'engouffrant. Olivia se pencha, ses yeux cherchant nerveusement entre moi et Brenda. Il y eut un moment de silence, lourd de mots non dits et d'histoires partagées. « Mike, c'est bien toi ?» Sa voix était rauque, comme si elle n'avait pas parlé à quelqu'un depuis des jours. Je hochai la tête, me battant pour retrouver ma voix. « Olivia, que t'est-il arrivé ?» Elle jeta un coup d'œil à Brenda, son visage rougissant de honte et de reconnaissance. « J'ai besoin d'aide, Mike. Je suis dans une mauvaise passe. » Brenda se sentit mal à l'aise sur son siège, mais je levai la main pour empêcher Olivia de dire quoi que ce soit dans la voiture. « Olivia, on va discuter, dis-je fermement. Elle hésita un instant avant de faire le tour de la voiture et de grimper sur le siège arrière. L'odeur d'alcool et de cigarette rance envahit l'habitacle, et Brenda fronça le nez, me regardant avec interrogation. Je redémarrai, conduisant sans but précis tandis qu'Olivia commençait à raconter son histoire. Après notre divorce, Olivia avait vécu avec Bruce, son amant et mon ancien beau-frère. Au début, les choses semblaient aller pour eux, mais il ne fallut pas longtemps pour que le vrai visage de Bruce se révèle. Il avait promis à Olivia le monde, mais en réalité, il s'enfonçait dans les dettes plus vite qu'il ne pouvait emprunter de l'argent pour les couvrir. Lorsque le magasin de meubles brûla, toute chance d'une vie stable partit en fumée. La compagnie d'assurance refusa de payer, suspectant un incendie criminel. Bruce se retrouva avec rien d'autre que des dettes croissantes et des ennuis juridiques. Olivia tenta de rester à ses côtés, mais le charme de Bruce se transforma rapidement en cruauté. Il la blâma pour leur malheur, l'accusant de porter malchance. Lorsqu'il l'abandonna enfin, il ne laissa derrière lui qu'un tas de dettes et une femme brisée. Elle n'avait ni argent, ni maison, ni famille prête à l'accueillir. Ses parents, déçus et honteux, avaient refusé de l'aider, et Olivia se retrouva à sombrer dans une vie d'alcool et de désespoir. « Je pensais que je pourrais m'en sortir avec Bruce », murmura-t-elle, sa voix se brisant, mais il m'a laissé avec rien, Mike, rien que des dettes et des promesses brisées. Je jetai un coup d'œil à son reflet dans le rétroviseur, un mélange de colère et de pitié tourbillonnant en moi. La femme que j'avais autrefois aimée avait été réduite à mendier dans les rues, victime de ses propres mauvais choix et des manipulations des autres. Brenda tendit la main et me prit la main, offrant un soutien silencieux. « Olivia, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'avais prévu. Que vas-tu faire maintenant ?» Elle regarda par la fenêtre, des larmes coulant sur son visage. « Je ne sais pas. Je voulais retourner chez mes parents, mais ils ne veulent pas me prendre. Je suis resté avec un gars dans sa caravane, à boire jusqu'à l'oubli. » La voiture se fit silencieuse un moment, le poids de sa confession flottant lourdement dans l'air. Je me garai dans un parking voisin et me retournai pour la regarder. « Tu as besoin d'aide, Olivia, d'une aide professionnelle. Ce n'est plus juste une question d'argent maintenant. Il faut que tu deviennes sobre et que tu remettes ta vie sur les rails. » Elle hocha la tête, essuyant ses larmes avec le dos de sa main. « Je sais, je ne sais pas par où commencer. » Brenda prit la parole, sa voix douce mais ferme. « Il y a des refuges et des centres de réhabilitation qui peuvent t'aider. Il faut que tu fasses le premier pas, Olivia. Nous pouvons t'aider à trouver un endroit, mais il faut que tu sois prête à changer. » Olivia nous regarda, d'abord Brenda, puis moi, un éclat d'espoir dans les yeux. « Pensez-vous vraiment que je peux le faire ?» Je tendis la main vers l'arrière et lui pris la main, la serrant rassurante. « Je sais que tu le peux, il te suffit de le vouloir assez fort. » Nous passâmes l'heure suivante à passer des appels, trouvant un refuge qui pourrait accueillir Olivia et lui offrir le soutien dont elle avait besoin. Alors que je la conduisais vers ce lieu, un sentiment de clôture commença à m'envahir. C'était la fin d'un chapitre, une partie douloureuse mais nécessaire pour avancer. Brenda tenait ma main, et je ressentis un espoir renouvelé pour l'avenir. Lorsque nous arrivâmes enfin au refuge, Olivia se tourna vers moi, ses yeux remplis de gratitude. « Merci, Mike, pour tout. Je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé entre nous. » Je hochai la tête, incapable de trouver les mots justes. « Prends soin de toi, Olivia. Tu mérites une seconde chance. »
Je la regardais marcher vers l'entrée du refuge, ses pas hésitants alors qu'elle se retournait une dernière fois vers moi. Son visage, autrefois plein de vie et d'ambition, était maintenant marqué par les lignes profondes du regret et du désespoir. Le contraste frappant entre la femme qu'elle était devenue et celle que j'avais épousée me frappa profondément. « Mike » appela-t-elle, sa voix tremblante. « Je suis vraiment désolé pour tout. » Je pris une profonde inspiration, me préparant. « Les excuses ne changent pas ce que tu as fait, Olivia. Tu as fait tes choix, et maintenant tu vis avec les conséquences. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle hocha la tête, acceptant mes paroles. Je me retournai, le cœur lourd mais résolu, alors que Brenda et moi prenions la route. Je ne pus m'empêcher de ressentir une lueur de satisfaction face à la justice rendue. La chute d'Olivia avait été sévère, mais elle était auto-infligée. « Ça va ?» demanda Brenda doucement, sa main reposant sur mon bras. Je hochai la tête, un petit sourire se dessinant sur mes lèvres. « Oui, je pense que ça va. Merci d'être là avec moi. » Elle se pencha et m'embrassa sur la joue. « Toujours, Mike. Toujours. » Alors que nous conduisions dans la lumière déclinante de l'après-midi, je réalisai qu'en dépit des cicatrices du passé, elle ne me définissait plus. J'avais trouvé la force de tourner la page et de construire une nouvelle vie avec quelqu'un qui se souciait réellement de moi. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais une lueur d'espoir quant à ce que l'avenir pourrait me réserver. Cependant, juste au moment où je pensais que le chapitre avec Olivia était enfin clos, la vie me réserva une dernière cruauté. C'était un mardi gris et triste, et j'étais au travail, absorbé par un projet, lorsque mon téléphone sonna. L'identifiant de l'appelant affichait un numéro inconnu, mais quelque chose me poussa à répondre. « Bonjour, ici le docteur Harris du centre de réhabilitation. Est-ce bien Michael ?» La voix à l'autre bout était calme mais portait un poids qui fit chavirer mon cœur. « Oui, c'est Mike. Y a-t-il un problème ?» demandai-je, redoutant le pire. « J'ai malheureusement des mauvaises nouvelles. Votre ex-femme, Olivia, elle a pris une grande quantité de médicaments hier soir et est décédée. Nous avons trouvé une lettre qu'elle a écrite, adressée à vous. » Le monde sembla vaciller autour de moi. Je m'assis lourdement, le téléphone collé à mon oreille. « Une lettre ?» réussis-je à murmurer. « Oui », continua le docteur Harris avec douceur. « Je peux vous la lire, ou nous pouvons vous l'envoyer par courrier. »« Lisez-la moi, s'il vous plaît », répondis-je en me préparant aux mots à venir. Dr. Harris Cleared Istroa and began reading the letter alu. Cher Mike, lorsque tu liras ces mots, je serai parti. Je sais que je t'ai causé une douleur inimaginable et il n'y a rien que je puisse faire pour annuler les dégâts. Je regrette tout, les mensonges, la trahison, la douleur que je t'ai infligée. Tu as été un bon mari et je t'ai échoué de toutes les manières possibles. Je te demande pardon, même si je sais que je ne le mérite pas. S'il te plaît, trouve en toi la force de te souvenir des bons moments que nous avons eus et pas seulement des erreurs que j'ai commises. Je suis désolé, Mike. Trouve le bonheur, tu le mérites plus que quiconque. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Une boule se forma dans ma gorge, ma vision se brouillant à mesure que les larmes montaient. Malgré tout ce qu'elle avait fait, la douleur qu'elle avait causée, sa supplication touchait quelque chose de profond en moi. La finalité de sa mort, son ultime abandon à désespoir était presque trop difficile à supporter. Brenda me trouva assis à mon bureau, fixant le vide. Elle prit doucement le téléphone de ma main et mit fin à l'appel avec Dr. Harris. « Mike, que se passe-t-il » demanda-t-elle, sa voix emplie d'inquiétude. Je déglutis avec difficulté, essayant de me composer. « Olivia, elle est morte. Elle s'est suicidée. » Les yeux de Brenda s'élargirent de choc, et elle me prit dans ses bras, me serrant contre elle. « Je suis tellement désolé, Mike. » Je enfouis mon visage dans son épaule, laissant enfin couler les larmes. Le mélange d'émotions était écrasant, colère, tristesse, culpabilité et un profond regret. La lettre d'Olivia, ces derniers mots, résonnaient dans ma tête. Elle avait été une partie de ma vie si longtemps, et malgré tout, une part de moi se souciait encore d'elle. Les jours passèrent dans un tourbillon de chagrin et de contemplation. La lettre resta avec moi, ces mots gravés dans ma mémoire. Je me surprenais à penser au bon moment, comme Olivia l'avait demandé, mais aussi aux nombreuses occasions manquées de réconciliation. Sa mort était un rappel tragique de la fragilité de la vie et de l'impact durable de nos choix. Finalement, je réalisais que le pardon n'était pas seulement une question d'absoudre Olivia,
mais aussi de trouver la paix pour moi-même. S'accrocher à la colère et à la douleur ne ferait que me maintenir attaché à un passé qui ne me servait plus. Avec le soutien indéfectible de Brenda, je commençais lentement à lâcher prise, acceptant que certaines choses échappaient à mon contrôle. La dernière supplication d'Olivia pour la miséricorde était sa tentative désespérée de rédemption. Bien que venue trop tard pour elle, cela fut une leçon sévère pour moi, la vie était trop courte pour être alourdie par le passé. Il était temps d'embrasser l'avenir, de chérir l'amour et le bonheur que j'avais trouvé avec Brenda, et d'avancer avec un cœur enfin en paix. En me tenant devant la tombe modeste d'Olivia, une pierre simple marquant son dernier repos, je murmurai un adieu silencieux. Je te pardonne, Olivia. Que tu trouves enfin la paix dans la mort que tu n'as pas trouvée dans la vie. Brenda glissa sa main dans la mienne et nous partîmes ensemble, prêts à affronter ce que l'avenir nous réservait. Pour la première fois depuis longtemps, je ressentis un sentiment de clôture, une libération des ombres du passé. Alors que nous sortions dans la lumière du soleil, je savais que j'avais enfin trouvé la force de tourner la page. À la lumière du nouveau jour, je compris que la fin d'une histoire était aussi une opportunité pour commencer un nouveau chapitre. En laissant derrière moi les ombres du passé, je me tournai vers l'avenir avec une fraîcheur retrouvée. Le soutien inébranlable de Brenda m'avait aidé à traverser cette épreuve, et je savais que nous étions prêts à construire quelque chose de beau et durable ensemble. Nous quittâmes le cimetière, main dans la main, vers un avenir plein de promesses. Les larmes que j'avais versées étaient aussi un acte de libération, me permettant de me détacher définitivement des chaînes de la douleur ancienne. La route devant nous était encore incertaine, mais chaque pas que nous faisions vers l'avant était empreint d'espoir et de renouveau. La leçon ultime que j'avais apprise était que la vie, malgré ses épreuves, méritait d'être vécue pleinement, avec courage et ouverture d'esprit. Je souhaite remercier chacun de vous pour avoir suivi ce voyage émotionnel jusqu'à sa conclusion. Vos encouragements et votre soutien ont été une source précieuse de force tout au long de cette histoire. Si vous avez trouvé quelque chose d'utile ou d'inspirant dans ce récit, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Vos réactions et vos retours sont toujours les bienvenus et nous aident à grandir ensemble. Merci de votre temps et de votre attention. Que vos propres histoires se déroulent avec courage et espoir, et que vous trouviez toujours la lumière dans les moments les plus sombres. À bientôt pour de nouvelles aventures.